Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver ici et surtout aujourd'hui parce que c'est un format un petit peu différent que je vais te proposer parce que je vais te proposer ici sur la chaîne les lives, les interviews de photographes que je fais sur ma page Instagram Bulle de Nature. Alors ces lives, je les avais commencés en fin 2020 et l'objectif était de faire un live par mois. Alors j'ai un petit peu de stock, donc je commence aujourd'hui avec l'interview de Marc Flamand. J'espère que tu vas apprécier. Alors par contre, avec ce premier live, prends-toi ce temps parce que la vidéo va durer très longtemps. Lorsque j'ai démarré les lives, ça durait aux environs d'1 heure. Là, on est arrivé sur des périodes de 2 heures quasiment sur les lives. Donc, bien ce premier live avec Marc Flamand, juste avant, je te propose, c'est le teaser que nous avions fait ensemble, un petit peu de manière humoristique pour annoncer et faire un petit peu de pub sur cette interview. Et puis surtout, eh bien, n'hésite pas à me dire en description ce que tu en penses, si tu aimes ce format. Et je te en proposerai. Alors, je ne sais pas encore au rythme auquel je vais te les partager. Bon, je pense qu'il y en aura au moins une par mois. Et puis, écoute, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses dans la description. Si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à déclencher la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines parutions de vidéos. Parce que cette année, on reprend les vidéos et je peux te dire qu'il va y en avoir quand même pas mal. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Donc, tu as l'habitude, je te l'annonce à chaque vidéo, mes emails que tu recevras une fois par semaine dans ta boîte mail. Le deuxième lien, c'est mon PDF gratuit à télécharger qui te donnera quelques conseils pour commencer à photographier les insectes en vol. Alors n'hésite surtout pas à le télécharger, il est gratuit, donc profite-en. Moi, je te laisse avec l'interview de Marc et je te souhaite une très bonne interview. Ciao! Les gars, jeudi soir, je reçois un mec complètement barré en interview. S'il vous plaît, me laissez pas tout seul avec lui. Comment ça, il est barré, le gars? Il est où, Denis? Il est où, Denis, que je lui dise ma façon de penser, là? Salut Marc, tu vas bien? Jeudi 21 h, je reçois Marc Flamand en live sur Bulle de Nature. Ce mec est génial et il est pas fou du tout. Fais ton malin, garçon. Tu vas voir, jeudi. Tu vas voir comment on va discuter. Oh non, s'il te plaît, Marc. C'était pour rire, te fâche pas. Te jure, toi, tu perds rien pour attendre. Trêve de plaisanterie. Si tu veux passer une bonne soirée, voir Marc se mettre à nu comme jamais, faire des cabrioles sur son bureau, alors rejoins-nous jeudi 18-21 h pour le live sur Bulle de Nature. Ça va être une belle discussion, je fais confiance à Denis pour ça. Plus de 1h30 pour répondre aux questions de Denis. Ça va être une soirée énorme. Alors venez nombreux sur le live. Merci Marc pour cette belle présentation. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il m'a forcé pour vous dire tout ça. Venez surtout pas à la soirée. On va se faire chier. Marc, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai entendu. Je suis juste à côté. On avait dit que ça devait bien se passer. Mais non, on n'est pas à côté. Si. Mais non, c'est du montage. Il est con. Oui, bon, ça va. Hein. Je me casse. On vous attend nombreux jeudi 18 janvier à 21 h précise. On compte sur vous. Prévoyez un café, un thé ou ce que vous voulez. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil car la soirée va être longue. Salut les poussins.
Ici les photographes Canal Historique. Allô, allô. Ouais, alors attends, tu m'entends? J'entends. Bon, par contre, il faut que je change mon casque parce que là, ça ne fonctionne point. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, attends. Oui, c'est là. Tu es toujours là. Tu es camouflé? Alors, je prends mon casque. En otage. Eh ben, disons, le suspense a été de taille. Et les gars. Ouais, c'est la guérilla, ouais. Tout à fait. Hop. Alors, est-ce qu'on lève les voiles? On lève le... Hop. Ah, c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. Salut les gars. Tac. Ah. Camouflage. De... Faut bien se mettre. C'est pas pour de vrai, c'est ça? Bon, alors j'ai pas vu passer tout ce qui s'est dit là. Bah donc du coup, à la fin du live, bah il faudra, parce que comme c'est toi qui as lancé le live là, du coup, ouais. Faudra que tu verras, tu auras une fenêtre et il faudra que tu enregistres et du coup ça ira, enfin je crois que c'est partagé et ça ira sur ton IVTG à toi. Et nickel. puis bah moi je partagerai le lien et puis le principal c'est de faire Nico. Le maquillage cam pour donner un peu de crédibilité, mais en fait l'effet visuel n'est pas là. C'est maquillé. C'est un maquillage en direct. C'est cool. Je vous fais un petit make-up. Bon, bah c'est bien. Ça commence bien, dis donc. Bah, faut que l'animal. On a tenu le suspense pendant une semaine complète avec... Ah, je ne t'entends plus. Ah. Ouais. Alors, j'espère que le son va revenir. Tu m'entends? Oui. Allô, allô? Super. Ouais, tu m'entends. Oui. Là, je t'entends. Ouais, là, là, je t'entends, mais c'était haché. Je sais pas si... Alors, ah, c'est pas possible. Je pense que... Alors, attends. On va y arriver. Hop. Ah, j'ai une vidéo qui se met en route. Bon, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Hein. C'était fait exprès, hein, on va dire. Ça veut dire que mon interview n'est pas faite pour être diffusée. Non. Ça marche ou pas? J'ai l'impression qu'il y a un léger problème de réseau. Bah, je sais pas, ouais. Est-ce que vous m'entendez ou pas? En fait, moi, j'ai un problème de mon côté, c'est que j'ai une vidéo un podcast qui se met en route, et c'est super pénible en fait. Là, il a l'air d'être parti. J'ai réussi à le virer. Bon, je touche plus à rien. Je touche plus à rien. Voilà, c'est terminé. Bon, j'espère qu'il va pas revenir. Est-ce qu'on s'entend, les gars? Est-ce que vous nous entendez correctement, l'un et l'autre? Oui, ils entendent parfaitement tous les deux. Bon, c'est nickel. Bon, je croise les doigts que ça se remette pas en route de mon côté. Bon, on verra bien. Bon, ben, en tout cas, merci à tous.
Bon, il y a déjà 25 personnes, c'est déjà pas mal. C'est très cool. Et bonsoir à tous. on était quasiment la même chose quand j'ai eu Clément. D'accord. Qui doit d'ailleurs être sur le live. Hein, je l'ai vu passer tout à l'heure. Oui, j'ai vu. Ah voilà. Nico qui dit qu'on entend mieux et que c'est bien. Bon, c'est nickel. Ouais. Merci Domi. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, Clément présent. C'est bien, on a réussi à récolter tout le monde. Vous êtes en forme pour le live? Parce que ce soir, ça va être de la pépite, hein, je vous le dis. Hein. Bon, je lève en verre à un super festival nature. Hein. Bon, et puis, déjà, meilleurs vœux à tous, puisque là, c'est le premier live 2024, première interview. Donc, et quelle interview, hein. En tout cas, merci beaucoup, Marc, d'avoir accepté. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile. J'ai dû batailler, hein. J'ai dû batailler. Le gars est un peu sauvage. Ouais. Il est un peu. je pense que j'ai un peu trop adhéré à l'état d'esprit auvergnat. D'accord. Je rigole. Non. Bon, allez, c'est parti. Alors, dis-nous un petit peu, te présenter, un petit peu qui tu es, ce que tu fais en photo, de quelle région tu es, pour un petit peu situer le bonhomme. Le bonhomme. Alors, qui suis-je? Un drôle de gugus qui s'appelle Marc Flamand, qui essaye de faire de la photo nature depuis une petite dizaine d'années. Le type était parisien jusqu'en début 2023. Et puis, il a décidé de renverser la table. Le boulot parisien, au bout de 15 ans, on commençait à en avoir fait le tour. L'atmosphère parisienne ultra bétonnée, ultra oppressante, entourée de gens qui tirent la gueule en permanence dans le métro. Il y a un moment où on en a largement soupé. Donc ça faisait déjà un petit bout de temps, même avant Covid, qu'on réfléchissait à une mobilité géographique avec mon épouse. Et en fait, il y a eu un bel alignement des planètes entre un surcroît de ras-le-bol de mon ancien taf, une opportunité professionnelle qui s'est présentée sur Clermont-Ferrand, et puis deux petites filles qui ont 4 et 6 ans, qui sont mes choupettes et ma raison de vivre, à qui il était important d'offrir un cadre de vie un peu autre que le béton. Ouais. Et tout ça m'a amené à prendre la décision de partir et venir sur Clermont. Et donc, j'ai commencé par 6 mois un peu en solo à faire des allers-retours entre Clermont et Paris. Et puis ma famille a fini par me rejoindre en juillet. Et donc depuis 6 mois, c'est le rêve éveillé, avec tous les jours une idée qui me vient en tête. Ce serait juste impossible et impensable de revenir en arrière. Ouais. Donc depuis 6 mois, de manière un peu sérieuse, je commence à découvrir vraiment un nouveau terrain de jeu, ouais. Qui est l'Auvergne, avec ces espaces naturels à perte de vue. Et autant dire que c'est un peu l'éclate absolue. Bon. Donc voilà. Après, en termes photographiques, je pense que mon compte parle un peu pour moi. Je pense que le type est largement cinglé de photos animalières.
mais de tout, vraiment de toutes espèces possibles et confondues. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas une espèce qui a plus d'importance ou plus de valeur que d'autres. Elles ont toutes vocation à être mises en valeur et à avoir de l'intérêt, quoi. Ouais. Ok. Je peux te demander ce que tu fais comme boulot? Alors, j'étais auparavant avocat, maintenant je suis juriste d'entreprise Ok. dans un grand groupe Ok. qui est implanté dans la région. Ok. Il y en a Ça pour marche. 50, les gens qui bossent. Tu bosses avec quel type de matériel? Alors, je bosse avec des briques. C'est-à-dire, pour moi, un boîtier type 5D Mark II, je suis sur Canon en fait. Ouais. J'ai toujours été sur Canon. Je suis passé d'abord par l'argentique. Oui. Avant il y a bien longtemps, avant de me mettre à la photo animalière, j'étais déjà sur Canon, mais en version argentique. Puis une fois que tu as investi dans les optiques, bah, tu restes un peu prisonnier de la marque avec laquelle tu as commencé. Ouais. Et en fait, je tourne sur un Canon R3 couplé avec un 500 mm. Ok. Ça, vraiment mon matos de base que j'emmène vraiment dans toutes mes sorties. Ok. Auquel je couple fréquemment soit un multiplicateur 1,4, soit un 2 directement. Ok. Ok. En fonction de ce que j'ai envie de faire. Ok. Et après, C'est bien. bon, il y a plein d'autres choses. Tu utilises du matos en plus ou Oui. quand tu fais tes sorties? Oui, De quel type? alors j'emmène toujours un 70-200 qui permettra en particulier de faire des plans beaucoup plus larges, tout en permettant d'avoir un peu de perspective et de profondeur de champ. Ouais. Je me trimballe aussi régulièrement avec un 100 mm macro Ouais. pour aller batifoler un petit peu dans les herbes si la sortie piaf ou mammifère a été foireuse. Ouais. Ça permet toujours de se dire, de ramener un peu d'image et puis d'avoir pu s'intéresser à des choses différentes, à des échelles différentes. Donc voilà. D'accord. Ok. Et tu emmènes de temps en temps, alors bien sûr pas pour de la faune, on va dire à poil, mais par exemple pour de la macro, des réflecteurs ou ce genre de choses. Alors, réflecteur, quand je fais de la macro et que j'emmène un réflecteur, ça sera souvent par exemple un couvercle de casserole. Ouais. Ça marche très bien. Mm. C'est zéro C'est investissement bon. et la lumière est souvent assez sympa. Ça te permet d'avoir des choses un peu différentes. Mais honnêtement, sur la macro, je suis pas encore suffisamment technique pour sortir tout l'attirail. Pour être honnête, la macro, je la travaille souvent à main levée. Ouais. Sans flash Mm. et sans réflecteur. Ok. Un peu à la old school. Ouais, bah après, Clément, c'était pareil. Et moi, c'est pareil. Donc, j'utilise pas de trépied, j'utilise pas de flash. Euh, j'ai très peu utilisé aussi de réflecteurs pour ramener de la lumière ou pour cacher un petit peu une lumière trop forte, on va dire. Bon, après, cette année, je vais peut-être penser à faire des choses un petit peu différentes et donc avec un petit peu de matériel, pas des choses extraordinaires, mais un petit peu de matériel. Est-ce que tu peux
nous donner un petit peu, du coup, puisque ça fait une dizaine d'années que tu fais de la photo, Ouais. voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le parcours que tu as eu et qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dedans, en fait? Alors, j'ai toujours eu plus ou moins un appareil photo dans les mains depuis que je suis gamin. Ouais. Euh, j'ai toujours été un peu dans la nature, enfin, autant que faire se peut. Bon, après, on en pensera ce qu'on voudra, mais j'ai fait pas de mal de scoutisme étant gamin. Et en fait, ça t'amène au fond des bois, au fond de la forêt, et à vivre un peu au rythme des éléments. Ouais. Donc, c'était quelque part un peu naturel, mais mes parents n'étaient pas du tout versés dans la partie animaux, nature. J'ai pas eu du tout cette culture étant gamin. Et en fait, il y a eu un élément un peu déclencheur pour moi qui a fait vraiment tilt. C'est un voyage en Indonésie en 2015 qui m'a permis d'aller à la rencontre des orang-outans sur Kalimantan. Et honnêtement, c'est une rencontre qui a été vraiment super forte euh, à deux points de vue. La première, c'est que j'ai été complètement subjugué par la beauté de la nature. Et deux, j'ai été abasourdi par la bêtise de l'être humain. Franchement. Il y a des zones dans lesquelles des cohortes de touristes sont ramenés par des voyagistes Ouais. et qui se retrouvent à faire des selfies avec des orang-outans qui sont concentrés dans des centres de réhab. Ouais. Et honnêtement, ça a été un peu comme un révélateur pour moi d'une profonde envie d'être témoin de ce qu'est la nature et un peu un peu comme un cri, un espèce de un cri, un SOS mais réveillez-vous les gars, et vous avez ça sous les yeux en permanence. Pourquoi est-ce que vous y prêtez pas un minimum d'attention, ce genre de choses. Donc depuis petit à petit, j'ai été versé dans la photo animalière. Plus j'y suis, enfin, avec la pratique, tu sais bien ce que c'est, mais plus tu en fais, plus tu veux en faire. Pendant quelques années, en fait, j'ai essayé de faire les choses par moi-même, et puis en fait, j'étais, je plafonnais. D'accord. Au niveau de ce que j'arrivais à exprimer. Et puis, il y a eu un élément déclencheur, là encore. J'ai eu une rencontre avec Joël Brunet. Ouais. J'ai été faire un stage d'une semaine complète avec Joël, en solo avec lui. Ouais. Et très franchement, ça a été comme une grosse claque dans la gueule. D'accord. Il y a un moment clé que je sais identifier qui m'a mis complètement dedans. C'était une des premières sorties que je faisais avec lui. On a fait une approche renard. Ouais. Et on est tout proche du renard. Et puis, le sol était hyper froid, plein de flotte, etc. Il me dit, allonge-toi. Je n'avais pas de manteau. J'étais juste en petite polaire. On était sortis complètement à l'arrache de la bagnole. Je peux te dire, je lui ai dit, mais non, je m'allonge pas, mais hors de question, je m'allonge pas. T'es complètement fou. Pourquoi veux-tu que je m'allonge? Et puis, il me refait, allonge-toi. Donc, je finis par obtempérer. Et puis, au fur et à mesure, après, on a eu l'occasion d'en discuter, et j'ai fini par comprendre. Il y a eu un déclic sur la manière d'approcher l'animal et sur la manière de le photographier. Il y a un élément qui est clé en photo animalière, c'est se mettre
au niveau de l'œil de l'animal. Ça, c'est une base. Et tant qu'on te l'a pas dit, tant que tu l'as pas compris, bah, tu auras beau faire ce que tu veux, tu feras toujours que des trucs très moyens. C'est-à-dire, tu pourras faire de la photo naturaliste, mais pour arriver à sortir quelque chose qui a un peu de substance, un peu de contenu, il va falloir que tu t'y mettes et que ailles vraiment au niveau de l'animal. Ouais. Et en fait, c'est pas que une manière de prise de vue, c'est aussi c'est un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire, tu passes d'un mode humain bipède où tu regardes les choses de haut à quelque chose où tu te plonges dans la nature et finalement tu deviens l'invité, c'est toi le spectateur. Ouais. Les acteurs, c'est eux qui viennent. Donc ça a été un élément déclencheur sur ma pratique photographique. Et puis bon, après, la pratique est venue. Mais... Oui. Donc deux éléments qui ont été... Les deux gros éléments, ouais. Ouais. Et du coup, là, quand tu as démarré, c'était avec un argentique ou c'était déjà le numérique? J'étais déjà passé au numérique. Ok. J'étais passé j'avais investi dans un 5D2 à l'époque. C'était plutôt déjà une bonne bécane. Ouais. J'avais toujours bossé sur du plein format, l'argentique, et puis bon, du coup ça me semblait quand même beaucoup mieux. Et puis, bon, il y a quand même un élément qui joue, c'est que quand on regarde la taille des mains du gars, on peut pas y mettre des petits boîtiers. Sinon ça fait joujou et je n'arrive pas à jouer avec. Tu t'appuies sur tous les boutons en même temps. C'est à peu près ça. C'est un peu, ça donne un gros cafouillage de n'importe quoi. Et en fait, depuis toujours, j'ai toujours bossé qu'avec des grosses machines. Avant mon R3, j'étais sur un DX2. Pareil, avec une grosse bécane, une grosse capacité de rafale. En animalier, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Quand tu étais sur la région parisienne, tu te déplaçais, tu étais obligé de te déplacer de beaucoup pour trouver en fait tes lieux où tu pouvais faire tes photographies, ou tu avais quand même des choses pas trop loin de chez toi? Alors, en région parisienne, j'avais la chance d'être dans la partie ouest. Et t'as tous les massifs forestiers type Rambouillet, etc. Ouais. Qui sont après c'est pas de la pleine nature. La difficulté c'est que tu te retrouves très vite sur de l'urbanisation. Tu te retrouves très vite dans des milieux où tu as des routes dans tous les sens. Ce sont aussi des milieux, la forêt de Rambouillet, elle est traditionnellement hyper chassée. Donc il y a pression, ouais. Il y a une pression de la chasse qui est vraiment très importante. Donc sur la région parisienne, pour pas aller emmerder les mammifères qui étaient déjà largement sous pression, j'allais plutôt faire du piaffe. Sur les zones humides qui sont dans la zone de Rambouillet. J'avais la chance, par ailleurs, qu'on ait un point de chute en Vendée, à Noirmoutier. Et c'est là que j'ai fait énormément d'images. Donc j'y allais grosso modo dès que j'en avais l'opportunité. Donc j'ai fait beaucoup d'images de piaffe là-bas. Et puis côté mammifères, j'étais surtout en déplacement chez des potes, par exemple chez Marc Jardot. Si t'es là, je sais pas si je l'ai vu, mais je pense pas. J'ai fait une ou deux sessions chez Joël Brunet et puis voilà. Donc mammifères
faire, c'était pas forcément ma spécialité, j'étais vraiment plus sur la partie piaf. Ok. Il y a Dom qui nous quitte là. Salut, bonne soirée. Merci d'être venu, d'être passé. Hein, c'est très très chouette. Et du coup, dans ta nouvelle région, là, c'est les espaces qui se sont ouverts. Les espaces s'ouvrent. Le champ des possibles s'ouvre. Alors après, c'est pas toujours évident parce que bien évidemment, tu découvres un terrain de jeu un peu en solo. Ouais. Donc il faut t'approprier le milieu, t'approprier quelles espèces y évoluent, trouver des endroits où te poser avec les belles lumières, etc. Donc il y a eu une grosse partie de repérage. Ouais. Bien sûr, toujours, ça fait partie de ma pratique au quotidien. C'est beaucoup de travail en carto, notamment sur Google. Oui. Avec énormément de recherches sur ce que j'appelle des réservoirs de biodiversité qui peuvent être paumés par-ci par-là. Par exemple, pour ceux qui connaissent la plaine de Limagne, tu vas avoir des espaces immenses de champs cultivés avec du maïs à perte de vue, etc. Où finalement tu vas avoir pas forcément énorme de vie, mais tu vas avoir des îlots un peu où tu vas pouvoir trouver un peu de bestiaux et des fois des choses complètement insoupçonnées en fait. Ok. Donc pas mal de travail de repérage et puis après tu vas sur les terrains, tu fais une première sortie, une deuxième sortie, tu regardes où tu vas pouvoir te poser. Et ça c'est la classique qu'on connaît tous. Ouais, tout à fait. Déjà voir si on voit de la bestiole, repérer les lieux, l'environnement. Exactement. Et puis après, une fois qu'on a, on va dire, repéré, qu'on sait ce qu'on vient chercher, que c'est présent sur le lieu et qu'on a le milieu, ben après c'est le repérage et se dire ben où je vais me mettre pour shooter, Exactement. dans quel sens et où est-ce que je vais pouvoir avoir une image qui va être belle. Exactement. Parce que c'est vrai que après c'est, mais bon ça c'est le nerf de la guerre. Après, donc du coup t'es reparti de zéro en fait. Je suis tout complètement simplement. reparti de zéro. Alors, je suis pas reparti de zéro parce que j'ai le background qui va bien, qui me permet d'avoir un peu de jugeote sur la manière de procéder, mais c'est un tout nouveau game. Tout à fait. Donc, mais en fait c'est alors je sais pas parce que j'ai pas forcément des lieux vraiment nouveaux depuis que je fais de la photo, mais j'imagine que ça doit aussi ouvrir des perspectives d'arriver sur un nouveau lieu. Ouais. Même si tu as effectivement de l'expérience d'avant, je pense que quand tu arrives sur un lieu qui est neuf à tes yeux, je pense que ça te fait réfléchir et ça te fait. Je pense que tu as des réflexions beaucoup plus profondes et tu arrives beaucoup plus facilement à voir ce que tu veux. Bien sûr, après une période d'adaptation et de repérage, mais je pense que ça doit être. Ça t'oblige à te réinventer en permanence. Ouais. En fait. Donc là, tu peux partir à la fin. Après, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi dans ce nouveau terrain de jeu beaucoup d'espèces que j'avais pas forcément l'occasion de photographier de manière très régulière. Donc ça oblige aussi de vraiment s'intéresser à l'espèce en question et vraiment chercher à trouver comment, la contacter et puis deux, comment la shooter. Ouais. Donc, donc du coup, là, entre la région parisienne et
ta nouvelle région. Les milieux que tu as pu fréquenter, c'était principalement des milieux couverts, on va dire forêt, Ouais. de type forêt ou bois, Mhm. et des zones humides. Ouais, Ok. exactement. Et là, dans ta nouvelle Il y a région, de tout. est-ce que tu as Tout. aussi du champ et genre de chauffe à de la campagne plus Exactement. standard? Ouais. J'ai pas mal, enfin, j'ai beaucoup de chance. J'ai fait beaucoup de très très belles images en pleine campagne, en champ, avec du passereau, avec des rapaces, etc. Avec du renard, ce genre de truc. Et puis, Mhm. euh, des milieux beaucoup plus couverts. En fait, très clairement, l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, il y a vraiment tout type de, de, de Euh, biome, si on peut dire Ouais, ça comme ça. ouais, ok. Donc c'est un vrai terrain de jeu, quoi. Mais faut pas le dire Euh, trop fort. C'est nul l'Auvergne, faut pas venir. Après, je pense que malgré tout, peu importe la région, enfin, moi, j'en parle à chaque fois. Je pense que, à mon avis, les gens vont être saoulés parce que j'en parle presque à chaque fois sur tous les lives. Mais chez moi, je suis quand même obligé de me déplacer un tout petit peu pour euh, pour trouver euh, bon alors des choses intéressantes, mais pour trouver de la bestiole ou de la plante. Parce que là, si je pars de chez moi à pied, en fait, j'ai vraiment très peu de choses. En fait, faut vraiment que je parte et que je crapahute. Allez, je vais dire entre trois quarts d'heure et une heure pour commencer à avoir peut-être des choses intéressantes, quoi. Donc c'est vrai que alors c'est pas très loin, hein. J'ai des petites réserves qui sont à 15-20 minutes de chez moi, donc c'est pas énorme. Mais si je voulais me concentrer vraiment que chez moi, ça serait vraiment très très compliqué en fait. Et puis ça serait, enfin là tu vas dans ma campagne, tu vois du lièvre, du lapin, du faisan de basse-cour comme je l'appelle. Ouais. Hein. Bon, alors j'ai rien contre parce que les pauvres bestioles elles ont rien demandé. Bah, Ça reste une bestiole quand même et avec le respect qu'on leur doit. Mais c'est vrai que ça limite un petit peu quoi. ouais, bah oui, ça, c'est une certitude. Puis bon, je pense qu'on attend tous impatiemment aussi que les gilets orange raccrochent les fusils et puis qu'on puisse ressortir de manière un peu normale pour. Il faudrait un petit peu plus de réglementation, on va dire, un petit peu plus stricte pour qu'on puisse Ouais, que les gens au moins puissent se balader sans trop de risques parce que voilà pour l'instant bah, malheureusement honnêtement, ma petite aventure, je sais pas si certains l'ont suivi il y a une ou deux semaines, m'a permis de vraiment saisir le sujet. d'accord. Bon, je me suis retrouvé, je suis arrivé en affût à la nuit. Je me suis installé sur un étang pour y faire de la grande aigrette en particulier. Mhm, En fait, les chasseurs sont arrivés après. Ils se sont installés vraiment le long de l'étang. Et quand mhm, ça a commencé à péter, je suis sorti en gueulant comme un mhm, patois. mhm. Et je pense que j'ai rarement eu une telle pression, une Ouais. telle compréhension de ce que ça peut être. Et ça va, ils ont réagi comment? Ils sont bien marrés. Ah ouais. Mhm. Ouais, Bon, ça leur posait pas plus de soucis que ça en ouais. fait. Bon, malheureusement enfin ouais, je vois. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage hein, parce que bon, après moi c'est pareil. Enfin, je suis anti-chasse. Mais moi j'ai déjà rencontré alors des cons. Hein. Ça, on va pas se voilà des têtes brûlées, des machins. Enfin bref. Mais j'ai aussi rencontré des chasseurs avec qui on pouvait discuter et j'ai
même trouvé ça plutôt intéressant parce que j'ai notamment, j'en ai rencontré un en Belgique. J'étais pas en France. Hein, les Français sont peut-être un peu plus cons aussi, mais où le gars, lui, alors certes il chassait, mais il avait quand même son appareil avec lui et il expliquait que des fois il préférait prendre ses photos que de sortir le bazooka à côté, quoi. Donc voilà, faut. Après, faut pas oublier que dans tous ces endroits, t'as des gars qui sont là parce qu'il n'y a pas d'autre activité, c'est ça, ou la pétanque ou la pêche, et que c'est aussi un endroit de socialisation. Donc, quelque part, tout mettre à la poubelle en même temps, c'est pas forcément la bonne manière de faire. Mais grosso modo, arriver dans une situation où tu as 6 mois d'ouverture complète et où t'as plus la possibilité de bouger, honnêtement, c'est une réglementation qui est absurde. Ouais, tout à fait. Et alors après, c'est vrai que on parle souvent des chasseurs. C'est souvent ce qui revient en fait dans les actus et ce genre de choses là. Et en fait, on pourrait dire autant. Alors même si il n'y a pas ce côté dangereux de la chasse, mais chez les pêcheurs. En fait, j'étais pêcheur avant et j'ai vu des choses assez dingues. On m'a raconté aussi des choses assez dingues. Ouais, je pense qu'il y aurait autant à dire chez les pêcheurs que chez les chasseurs. Il y a aussi tout autant à dire du côté des photographes. Hein. Faut pas se cacher tout à fait, faut pas se voiler la face. Les dernières actus. J'ai vu passer d'ailleurs. Ouais. Tout à l'heure. ma petite story. Sur la photo republiée par Canon USA, elle est complètement scandaleuse. Les types, ils sont fabricants de matériel, tout le monde s'y réfère, et puis à aucun moment ils ont le recul de regarder ce qu'ils publient sur leur page. À jamais tu auras dans la nature une grenouille qui se foutra sur un escargot énorme. Enfin, il faut arrêter les conneries. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais ce genre de post où tu te retrouves avec entre 7 et 10 000 likes et un truc qui est complètement hors de propos, faut arrêter d'être con. Ouais. Et donc t'as cette partie-là de la photographie, mais ça on la connaît, t'as notamment les Sud-Asiates qui sont très très friands de ce genre de trucs. Mais faut pas oublier que nous aussi, dans nos contrées, on a aussi des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Oui, tout à fait. Le cas typique, c'est le guêpier que tu trouves, par exemple, dans le Puy-de-Dôme, où t'as les tripatouillés de mecs qui y vont presque en short t-shirt, à se coller au terrier. À gueuler comme des putois, quoi. Ouais. À quel moment est-ce que c'est respectueux du milieu naturel? Tout à fait. Les mecs, ils font tout autant de mal en termes de dérangement que le papy du coin. Hein. Ouais. Et on pourrait dire aussi sur les ornithos aussi, hein, parce que je l'ai vu. Mon Dieu. Normalement. Moi, à l'époque où j'ai vu ça, où j'ai eu cette situation, je me suis dit quand même, les ornithos doivent quand même connaître le truc et elles sont arrivées dans l'affût, laisse tomber. Bon on est reparti parce qu'il pouvait plus rien y avoir. Il gueulait tellement que ok quoi. Je pense qu'ils avaient rien compris à leur boulot quoi. Malheureusement. Bon, après. Ça balance, mais bon, je vais pas dire non plus que j'ai jamais dérangé le milieu en allant faire une image. Mais il y a... d'être le
plus respectueux possible, mais il y a toujours des moments où tu vas faire une connerie. Mais bon, un peu un doigt. Après, il y a dérangé et dérangé, en fait. C'est ça ce que je dis aussi. Moi, je sais que là, il y a 2 semaines où je suis sorti, ça y est, je commence à refaire mes petites sorties régulières. Ça fait du bien. Cool. Et je suis tombé. Alors là, pour l'instant, je suis toujours sur la période hivernale où il y a la chasse. Je suis toujours dans les parcs où normalement la chasse est pas autorisée. Donc comme ça, au moins, je sais que je risque pas une balle perdue ou ce genre de choses. Et en fait, ce parc-là, j'y vais en général tôt le matin pour être plus ou moins tranquille parce que tu as toujours des coureurs, des gens qui promènent leurs chiens, qui aboient, enfin bref. Et je suis tombé en fait sur une chevrette. Ah, sympa. Mais moi je l'ai pas vue. Elle m'a vu. Et en fait, quand je suis arrivé dans un certain positionnement, en fait, c'est là que je l'ai vue. Donc je me suis arrêté, j'étais derrière un arbre. Et du coup, elle m'a calculé, bien sûr. Elle a remangé par terre et elle est partie tout doucement. Et du coup, en fait, j'ai été surpris, mais j'étais content de ne pas l'avoir dérangée, en fait, parce qu'elle a continué sa petite vie. Mais après, moi, j'ai aussi cette idée que les animaux sont beaucoup moins cons que ce qu'on peut penser, enfin ce que la majorité des gens peuvent penser. Et moi, je suis persuadé qu'ils savent faire la différence entre quelqu'un qui fout le bordel et un qui va pas le déranger, en fait. C'est un débat que j'ai eu beaucoup de fois enfin, c'est une discussion, pas un débat, parce que c'est une vision que je rejoins complètement. Quelque part, j'ai le sentiment que la nature a la capacité de te jauger et de voir dans quelle mesure tu représentes un danger ou pas. Ouais. Mais cela dit, même si je suis de plus en plus en fait dans cet état d'esprit, ça n'empêche que je suis d'accord qu'il faut, suivant les périodes, donc les saisons, suivant les bestioles, tu peux pas les approcher de la même manière. Voilà, tu prends du chevreuil ou tu prends du cerf, quand ils sont en période de rut, là tu vas pas chercher à aller trop les emmerder. Faut les laisser tranquilles. Voilà, et t'as d'autres périodes où en fait ta présence va pas les déranger plus que ça. Et parfois c'est même eux qui viennent à toi plutôt que toi qui vas à eux, quoi. Donc ça c'est chouette. Bon, tes images. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'organises quand tu sors? Est-ce que tu penses tes images ou est-ce que toi tu vas sur le terrain et c'est à partir de là où tu crées en fait tes productions photographiques? J'ai 2 manières de faire très différentes en fonction de l'envie du moment. Mais grosso modo, comme ce que je disais au début, c'est que pour moi, toute espèce vaudra le coup d'être mise en valeur. Donc il y a des sorties où je pars et je verrai ce qui sortira. Ouais. Ça marchera ou ça marchera pas. Et de toute façon, quand tu t'intéresses à toute petite chose, tu finis toujours par avoir une sortie réussie. Déjà, d'une, t'es dans un espace naturel dont tu peux profiter, qui est beau par essence. Et puis, tu te mets debout, tu te mets à plat ventre, tu te mets accroupi, etc., dans toutes les positions possibles et imaginables. Tu trouveras toujours à une échelle X ou Y quelque chose qui aura la valeur d'être magnifié, d'être pris en photo. Donc ça, c'est la version où je sors et je vois ce qu'il y a.
dans le milieu dans lequel j'évolue maintenant en Auvergne, j'ai vraiment la possibilité maintenant de calibrer une sortie pour aller faire telle espèce. Ok. Et du coup, choisir la période de la journée où je vais y aller. Et puis, essayer de réfléchir, essayer de conceptualiser un petit peu la photo que j'ai envie. Ok. Ça, c'est quelque chose de relativement... Enfin, c'est pas tant nouveau que ça, parce que je l'avais déjà pas mal en Vendée, où du coup, je maîtrisais quand même plutôt parfaitement le terrain. Noirmoutier, c'est quand même une île relativement petite. Et donc, tu arrives quand même à connaître quelles espèces tu vas avoir à quel moment de la journée en fonction des marées, en fonction de la météo, etc. Donc, tu arrives à anticiper les choses. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà bien intégré. Mais là, c'est à la porte de la maison, si tu veux. D'accord. C'est quand même très différent. D'accord. Sur tes images, alors même si tu as répondu déjà en partie de tout à l'heure, mais tu cherches quoi avec tes images? La lumière et l'émotion. Ok. Pour moi, une image réussie, c'est une image qui va réussir à faire gagner une émotion chez celui qui la regarde. Ouais. Pour moi, l'émotion, elle passe beaucoup par la lumière. Et puis, essayer de créer peut-être, par exemple, un peu d'intimité avec le sujet. Essayer de saisir une scène qui va pouvoir vraiment raconter quelque chose. Ok. Je pense qu'une des dernières images que j'ai publiées qui raconte vraiment quelque chose, c'est mon duel d'aigrettes, de grandes aigrettes sur la glace. C'est une image que j'ai imprimée en très grand format et que j'ai mise dans mon bureau. Et à chaque fois que quelqu'un y passe et que c'est la première fois qu'il voit l'image, il y a 5 minutes à chaque fois pendant laquelle on va échanger sur ma passion, sur l'image en question, sur ce que ça peut procurer comme émotion chez celui qui la regarde. C'est vraiment mon leitmotiv, c'est essayer de générer de l'émotion parce que je suis intimement convaincu que tu protèges mieux ce que tu aimes et ce que tu connais et que l'homme est d'une bêtise infinie en détruisant les milieux parce qu'il ne s'intéresse pas, il ne connaît pas ce qui y vit. Et donc, si tu veux, ma manière de voir la photographie, c'est vraiment un tout. Et c'est pas qu'une démarche photographique, en fait. Ouais. Ouais, il y a tout un... Alors, je sais pas si on peut appeler ça un côté spirituel, mais il y a beaucoup... Enfin, je suis aussi convaincu avec le temps, et puis avec mon travail qui évolue aussi avec le temps, qu'il y a une grosse partie d'introspection sur soi-même qui fait que notre travail évolue avec le temps, en fait, tout simplement. Ouais, c'est une certitude, ça évolue avec ton expérience de vie, ça évolue avec ton humeur, ça évolue avec énormément de choses. Après tout, on est un peu des bestioles, hein, donc on est nous aussi soumis à tous les aléas. Tout à fait, c'est clair et net. Est-ce que sur tes photos, justement pour toi créer, par où
tu donnerais en fait des indices, des astuces pour commencer à créer quelque chose? Parce que on parlait d'émotions, Ouais. et je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, mais c'est vrai que quand quand tu parles d'émotions sur des photos sociales, tu comprends tout de suite en fait la subtilité parce Bien sûr. que parce qu'il y a un visage Bah oui, et ça te il y a renvoie des mimiques et ton voilà. âme. Là, en photo nature, donc peu importe le domaine, que ça soit de l'animalier, de la flore, du paysage, pour toi, comment on peut faire pour expliquer aux gens ce degré d'émotion en fait? Alors, c'est un peu... de toute façon, l'émotion que tu vas chercher à faire transparaître dans ton image, ça sera jamais la même, à mon sens, que celle que la personne ressent quand elle voit ton image. Ok. C'est-à-dire, l'émotionnel, c'est hyper subjectif. Et ce que tu auras à chercher à faire transparaître dans ton image, de toute façon, ça se trouve, les gens percevront pas du tout la même chose que ce que tu as voulu mettre. Maintenant, comment arriver à développer un processus créatif qui te permette de créer de l'émotion en photo de nature? Bah, pour moi, il y a vraiment pas de mystère. C'est la connaissance des espèces. Deux, la connaissance du milieu. Euh, une fois que tu as la connaissance des deux, tu multiplies les sorties, tu multiplies les opportunités. Ouais. Et si tu arrives à être suffisamment discret, à être suffisamment fondu dans ton décor, la nature, elle va forcément finir par présenter ses acteurs et qui vont forcément finir par agir, par bouger, par interagir les uns avec les autres. Et après, à toi d'arriver à magnifier la chose, notamment en étant là à la bonne heure, avec la bonne lumière, et tout ça relève de la magie du moment. C'est ce que j'essaie de communiquer, c'est faire transparaître la magie du moment. Et ça ne s'obtient que parce que tu vas sortir comme un porc, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce que souvent on dit, enfin moi on m'a souvent dit sur certaines images, ah t'as eu de la chance d'avoir ça, de voir et tout ça, mais en fait non. La chance, alors oui, chance, on pourrait dire de la chance parce que sur certaines images on va avoir une attitude et effectivement oui, ben ça s'est présenté à ce moment-là, il fallait être présent et voilà. Mais en fait la chance on la déclenche parce que toutes les heures qui sont passées sur le terrain eh ben cette chance ça me nuise et tu la provoques en fait tout simplement. Complètement. C'est la notion de chance en photo de nature, elle est très rigolote, elle est très subjective. Finalement, quand tu as saisi un truc inédit, complètement inespéré, c'est parce que tu étais là. Hein. Mm. Si tu avais laissé ton appareil gentiment dormir dans son placard et que tu avais été, par exemple, regarder un DVD ou autre, c'est quelque chose que tu n'aurais pas vu. Tout à fait. Donc, euh, la seule manière d'arriver à saisir de l'émotion, finalement, c'est c'est de multiplier les opportunités. Honnêtement, quand tu es sur de la photo sociale, cette opportunité, c'est toi qui la provoques, puisque tu as une capacité directe d'action sur les personnes qui vont se présenter devant ton boîtier. Ouais. Donc, C'est vrai. tu la provoques complètement. Et
parce que tu es en capacité de manipuler tes acteurs. Avec la nature, c'est complètement différent. Tu ne maîtrises rien. Ouais. Enfin, tu maîtrises quelques trucs, mais c'est pas toi qui Oui, décide c'est comment ça, ça ouais. se passe. Tout à fait. Et au fond, la seule manière d'arriver à créer de l'émotion et à trouver des instants sublimes, c'est d'être en permanence sur le terrain. Je vais dire de manière très humble. Moi, j'ai progressé de fou en 6 mois depuis que j'ai l'opportunité de sortir 4-5 fois par semaine. D'accord. Ouais. Ouais, bah oui, forcément, oui. C'est clair. Euh, alors, je regarde un petit peu dans les commentaires. Tout. Non, il n'y a rien de particulier. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ouais, on essaiera de prendre en cours de route. On va rester encore sur un petit peu ce domaine quelque part un petit peu philosophique. Des photos, pour toi, créer des photos qui sont un peu particulières, qui vont donner quelque chose d'autre à ce que l'on peut voir habituellement un peu partout. Comment tu penses qu'on peut faire pour avoir cette créativité? Il faut sortir des champs, il faut sortir des sentiers battus. Il n'y a que sortir une photo pas ordinaire, c'est faut sortir du classique. Parce que honnêtement, on est nourri en permanence d'images sur les réseaux sociaux, avec des standards qui sont ultra établis, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut avoir la bestiole en gros plan avec tel focus, etc., avec la règle des tiers qui est bien établie, machin. Honnêtement, l'espace de créativité en photo, il est immense. Il est juste énorme. Ces dernières semaines, je me suis amusé à sortir des images avec un cadrage un peu particulier, un peu spécifique, un peu travaillé. Et ben, qu'on le croit ou non, rien que cette manière de faire, cette manière de présenter la chose un peu créative en sortant des lignes, fait réagir. Ça crée de l'émotion. J'ai sorti un gravelot l'autre jour avec le gravelot qui est vraiment dans le coin de l'image. C'est l'image à laquelle je pensais justement. Quelque part, elle offre, ça pourrait faire penser un peu à un POV, un point of view, où finalement tu te places vraiment dans l'œil du gravelot face à une plage immense où il a une liberté complète et pleine d'évoluer. C'est comme ça que tu vas essayer de raconter une histoire en fait. Ouais. Celle-là j'avais remarqué et c'est pareil, c'est ton renard qu'on avait d'ailleurs partagé en fait sur le réel. En fait, j'adore ce type de cadrage. Je trouve que ça ouvre une perspective qu'on voit pas forcément beaucoup. Et je trouve que ça raconte quand même beaucoup de choses en fait, ce type d'image. Et d'ailleurs, c'était sans le vouloir, mais j'en avais posté une là, pas en publication, mais c'était en story. C'était le pigeon là, je sais pas si tu l'as vu passer, où je l'ai complètement décalé sur le côté de l'image. Et en fait, c'est une image toute conne. Hein. C'est chez moi, c'est à Madrid. Et c'était le soir. Voilà. T'as pas besoin d'avoir une image de ouf à partir du moment enfin, une image de ouf, je m'entends, t'as pas besoin d'avoir une espèce d'une espèce hyper rare ou autre pour arriver à gagner de l'émotion, en fait. Tu essayes de sortir un peu des cadres. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas.
quel risque tu prends à sortir une image qui sortira du cadre? Aucun, à la limite, ça plaît pas. Là-dessus, je vais revenir sur les propos qui ont été récemment ceux d'Alexandre Astier sur sa manière de créer. En gros, ce qu'il dit, c'est que si c'est ce qu'il fait, il met tout son cœur, il fait comme il fait. Si au final ça plaît, c'est formidable. Si ça plaît pas, peu importe, c'est pas son problème. Les gens sont pas obligés de regarder. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est des propos qui sont revenus d'une manière assez régulière dans ma manière de faire. Peu importe, à la limite, ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Oui, voilà. C'est devenu complètement ma démarche maintenant sur les réseaux sociaux. Bon, écoute, tu gagnes du like, très bien, t'en gagnes pas, tant pis, peu importe. Et est-ce que tu penses que la technique, mais j'entends pas la technique, le boîtier ou l'objectif. Alors oui, l'objectif parce que là tu vas avoir une profondeur de champ que tu vas pouvoir varier ou voilà. Mais en technique, je pense plus par exemple à de la double expo, à du filet, à de l'ICM ou ce genre de choses. Est-ce que tu penses que ça peut être une idée à creuser? Bien sûr. En photo animalière? Bien sûr, ça peut être une idée à creuser. Le filet, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait du filet, par exemple, sur l'hibou moyen duc en campagne. Là aussi, tu vas apporter de la créativité. Là aussi, tu vas apporter quelque chose de différent par rapport à une photo qui sera prise au 1 millième de seconde où tu vas saisir toutes les plumes, etc. Après, tu prends le risque que ton sujet soit pas complètement net. So what? C'est quoi le problème? À partir du moment à partir du moment où tu as une petite zone de netteté à laquelle l'œil peut s'accrocher, ça suffira. Ou alors, à la limite, tu peux partir sur un délire complet avec que du filet et où ton œil peut s'accrocher à rien du tout, mais du coup, tu regarderas, tu rechercheras une vision d'ensemble. Là aussi, tu peux avoir quelque chose de créatif. Ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Ouais, tout à fait. Et enfin là, je pense que ça s'est aussi ressenti en fait dans mes posts sur Insta là. Cette recherche un petit peu de créer quelque chose de nouveau et ce genre de choses. Et est-ce que tu penses que pour proposer quelque chose de nouveau, parce que moi je parle beaucoup de séries photographiques et dans les séries c'est d'approcher, alors ça peut être un sujet en particulier ou un thème sur la série, mais avec justement en fait toutes des techniques différentes. Justement pour mêler, on va dire de la photo un petit peu plus standard, donc avec une photo bien cadrée, composée, où on va peut-être la voir un petit peu sur un portrait ou sur une proxy assez proche. Et puis à côté de ça, dévier sur des techniques particulières et de montrer justement ce qu'on peut faire avec un même sujet avec des techniques différentes. C'est une démarche créative qui peut être tout à fait intéressante. À vrai dire, ouais. Moi, j'y ai jamais vraiment pensé de cette manière-là. Peut-être parce que j'ai été je suis revenu de l'époque où tu avais un fil Instagram avec 3 photos du même sujet. C'était très à la mode à une époque. Aujourd'hui, c'est pas forcément ma démarche, mais je pense que ça peut être effectivement très intéressant d'apporter quelque chose de différent à chaque image d'un même sujet, ouais, vraiment. Ok.
Quand tu vas faire tes photos, qu'est-ce que tu peux éventuellement rencontrer comme alors c'est pas des problèmes, mais c'est des difficultés pour faire tes images de choses qui vont revenir pas régulièrement, mais sur différentes sorties. Alors, le facteur humain est un problème systématique. Je sais pas pourquoi, mais je m'imaginais que tu allais me dire ça. Le facteur humain est un problème systématique, notamment les promeneurs de chiens du matin est un problème permanent et systématique. Je n'ai pas de chien parce que j'en ai jamais eu jusqu'à présent et très bien, je peux comprendre qu'on puisse en avoir un. Mais pour le photographe qui s'est installé, qui s'est réveillé à une heure pas possible, qui s'est installé, ça fait des heures qu'il attend. La bestiole finit enfin par se montrer. Et là, à l'autre bout du champ, t'as le promeneur qui arrive avec son chien et qui fait tout barrer. Ben, ça, je pense qu'on l'a tous connu. Ça, c'est le facteur le plus rageant que tu puisses avoir. Alors en même temps, peut-on leur en vouloir? Bien sûr que non, tu peux pas leur en vouloir. Tu peux pas aller les voir en leur gueulant dessus, en leur disant tu m'as fait tout foirer, pauvre con. Ça, c'est quelque chose de pas possible. Moi, j'ai eu encore là très récemment sur une sortie que j'ai faite là il y a 15 jours, 3 semaines. En fait, sur le lieu où je vais, c'est une réserve ornitho, mais qui est ouverte à tout le monde. Donc, forcément, il y a les coureurs, il y a les promeneurs de chiens, il y a les vélos, qui, je crois, n'ont pas le droit, mais qui viennent quand même. Et moi, j'étais dans un affût, donc il y a 3 affûts sur l'ensemble de l'étang. Et moi, il y en a un seul en général où je vais parce que je trouve que c'est celui-là qui est le plus intéressant. Et je suis arrivé, j'ai eu, je pense, 10 minutes de calme. Et je pense que c'était comme chien, mais je pense savoir. Ça a commencé à gueuler, clairement. Mais en fait, j'ai pu suivre de mon affût là où le gars passait. Et ça a duré au moins 20-25 minutes, quoi. Bah là, c'est juste pas possible. En fait, les bestioles qui sont là, bah c'est au revoir, quoi. Alors, même si j'ai peut-être tendance quand même à croire que dans ce type de lieu où il y a beaucoup de passages, je pense que les bestioles, enfin pour certaines, s'habituent. Oui, t'as une et du coup, pour certaines espèces, tu peux même avec du bruit comme ça, tu peux quand même réussir à les voir, quoi. Mais bon, je veux dire, si t'as du pic noir à cet endroit-là, bon bah, comment te dire, c'est foutu. Tu peux toujours oublier. À la rigueur, un rouge-gorge, un troglodyte, bon, pourquoi pas. Ça mérite son pesant de cacahuètes. Clairement. Alors, où est-ce que j'en étais? Est-ce que tu penses, j'avais noté ça tout à l'heure, est-ce que tu penses que nos images, peu importe, nous photographes, est-ce que tu penses qu'elles peuvent être assez impactantes pour les gens qui ne connaissent pas la nature? Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à dire qu'on a perdu en fait cette connexion à la nature et que il y a beaucoup de personnes qui connaissent même plus ce qu'elles ont autour d'elles. Moi je le vois sur les expos. Est-ce que tu penses que nos images, elles peuvent avoir vraiment un impact là-dessus? Et pour la même question, est-ce que, si oui, est-ce que il faut montrer le beau, entre guillemets, hein, parce que c'est encore très subjectif, ou est-ce qu'il faut montrer les travers de la dégradation de la nature
et de ce que l'humain peut faire, quoi. Alors, à ça, je répondrais que pour moi, il est important de montrer le beau et le très très moche. Ok. Euh, euh, Même si on aura tendance en démarche créative à essayer de magnifier plutôt le beau pour essayer de transmettre de l'émotion, ça c'est ma démarche. Euh, le très moche, à mon avis, vient quand tu réussis à avoir un échange avec la personne, et avec les gens qui regardent tes photos. C'est-à-dire, Ok. euh, euh, le, l'échange permettra de mettre du contexte, d'expliquer les, les dangers enfin les pressions auxquelles les animaux sont sujets, les dégradations de l'environnement, etc. Mhm. Euh, euh, je pense que tout ça doit passer par l'échange avec le public. Ok. Il y a une époque où j'ai eu cette idée d'essayer d'avoir de réussir à sortir des images mettant à la fois en, en lien euh, un animal avec une jolie lumière et avec quelque chose de beau, et puis Mhm. en premier plan ou en arrière-plan, quelque chose de résolument dégueulasse, du genre une pollution ultime. Par exemple, faire un rouge-gorge avec une canette de coca qui traîne devant, quelque chose de ce goût-là. Ok. Et puis en fait, j'ai jamais vraiment pris le temps de m'intéresser à cette démarche créative, mais c'est quelque chose qui me tourne encore dans la tête en fait. Et tu penses que ça Euh, pourrait être faisable sur une, là encore, je vais en reparler, mais sur une série? voilà, je pense que ça pourrait présenter un intérêt en montrant une multitude de sujets mis en lumière avec une multitude de pressions. Ok. Euh, Il y a des images que j'ai trouvées résolument belles ces derniers temps et qui sont des images d'animaux de nuit pris dans les phares de voitures. On en a vu quelques-unes qui ont été présentées sur les réseaux. Oui. Je trouve que quelque part ça t'amène à réfléchir et à avoir ce questionnement. Qu'est-ce que moi, conducteur, quel impact est-ce que je peux avoir sur la faune sauvage des milieux que je vais traverser en bagnole? Ouais. Parce que ça t'amène, encore une fois, à changer ton point de vue. C'est Oui. ce changement de point de vue qui est important dans la démarche du photographe, à mon sens. Et en ce qu'on est témoin de ce qu'on photographie. Amener les gens à changer leur manière de voir les choses par ta photo et les amener à réfléchir et à peut-être agir de manière un peu différente. Ok. Bien. Très intéressant tout ça. Euh, pour en revenir à tes images, Mhm. où est-ce que tu puisses ton inspiration? Alors, Ouais, bien d'accord, elle dit Manon. Et d'ailleurs, c'est pas Manon qui avait sorti, je crois, hein. Ouais. elle a Mhm. sorti des super Salamandre. images Ouais, de Salamandre. Maintenant, super, super photographe. ouais, Super tout à fait. cinéaste aussi. Alors, d'où est-ce que je puise mon inspiration? Bonne question. Bonne question. Je pense que bien évidemment, on est toujours un peu influencé par les photographes qu'on aime,
par des images d'espèces qu'on a vu passer, qui nous font un peu briller l'œil, bien évidemment. Et après, est-ce que j'ai l'impression d'être influencé par ce que je vois? Je pense que je me détache de plus en plus de ce que je peux voir en termes de photographie par ailleurs. C'est-à-dire, je pense que il y a de ça quelques années, j'ai pu être dans une perspective de il faut absolument que je présente du gros plan parce que c'est ce qui marche, etc. Je suis influencé par tel truc. Moi aujourd'hui, je considère vraiment que la photographie n'a d'intérêt que quand tu sors du cadre et que tu essayes de faire une que tu essayes d'avoir une démarche propre. Ok. Après, peut-être que certains dans le public diront il ressemble tellement à tel ou tel autre, je suis sûr qu'il s'inspire de tel ou tel autre. Forcément, on a tous quelque part des ressemblances parce que on va prendre une photo à tel moment de telle espèce, etc. Mais, en tout cas, moi, dans ma démarche créative, j'essaie d'être le plus loin possible de ce que des référentiels que je pourrais avoir. Ok. Mais après, en même temps, je pense que, alors effectivement, oui, je pense qu'on est influencé par ce qu'on voit, mais quand on est sur le terrain, enfin, en tout cas, bah, pour moi, je suis dans le moment présent, je vis la situation, et en fait, les images que j'ai vues, elles sont pas dans ma tête, quoi. Mais, Du alors, coup, ouais. vas-y. Je vais être très honnête. Il y a de ça quelques années en arrière où j'étais complètement matrixé Instagram, etc. C'est-à-dire à la belle époque à l'époque où j'ai gagné pas mal de monde dans ma communauté pour dire les choses de manière triviale, j'étais complètement matrixé par ce qui allait marcher. Ouais. Oui. Il fallait faire du gros plan, il fallait faire des trucs qui allaient pousser du like. Et très franchement, j'en étais arrivé à un moment où, lors de mes sorties photos, j'étais en train de calculer comment est-ce que j'allais pouvoir prendre telle ou telle image pour arriver à sortir du petit bouton cœur. Et je pense que on a tous été à ce point-là. Je plaide coupable. On a tous été matrixés de cette manière-là. Et une fois que tu as compris que tout ça c'est un miroir aux alouettes et que ça ne t'apporte rien sur le plan créatif et que ça ne t'apporte rien dans ta démarche personnelle de photographe, bah finalement tu en reviens et tu essaies de d'exprimer ce que tu vois, ce que tu ressens. C'est aujourd'hui ma manière de voir les choses. Il y a Manon qui dit même s'il y a des ressemblances, chaque photo reste unique de par le lieu et autres, et surtout le souvenir qui est associé. Alors ça, oui, pour le souvenir associé, en fait, c'est plus pour nous photographes, parce qu'en fait, enfin moi je sais que les photos que je publie, enfin ou que j'ai sur mes disques, quand je les revois, j'arrive à me replonger en fait dans la sortie que j'ai faite. Chose que je n'arrivais pas à faire au début. Et puis c'est vrai que des photos, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Et du coup, je crois que j'en ai parlé. Je crois que j'en ai parlé cette semaine. Mais c'est pas de réinventer la roue en fait. Mais c'est vraiment de photographier ce qu'on a envie, de se faire plaisir. Et c'est surtout aussi de savoir parler de ces images. Oui, complètement. Parce que à partir du moment où on sait parler de ces images, on peut venir te dire ça va pas parce que c'est pas fait comme ça, c'est pas cadré comme ça, y a pas le machin.
bah, on s'en fout, quoi. Peu importe. Mais alors, je reviens un petit peu sur la notion de souvenir, parce que pour moi, c'est aussi très important dans ma démarche créa. C'est que je suis dans une incapacité chronique à travailler sur une image si elle est trop fraîche. D'accord. Je saurais rien en tirer si le souvenir est trop frais. Il faut que j'ai un temps de maturation et un temps de recul suffisant pour arriver à exprimer ce que j'en ai gardé en tête. Ok. Quelque part, c'est un peu inhérent aux photos que je produis, en fait. Ok. Tiens, je vais profiter. Au niveau du post-traitement, comment comment tu perçois déjà le post-traitement et qu'est-ce que tu fais toi sur tes images? Alors, pour moi, le post-traitement, je réfute et je refuse systématiquement la notion de retouche qui, pour moi, correspond aux photographes de magazines de mode qui vont apporter toutes les modifications possibles et imaginables sur le sujet lui-même et qui finalement aboutit à quelque chose de très différent de ce que le photographe avait en face. Ok. Donc pour moi la retouche c'est une ineptie comme terme. Le terme que j'utilise correspond en fait au développement, c'est-à-dire travailler sur les contrastes, sur la balance des couleurs, la balance des blancs, etc. Dans une démarche qui est identique à celle que on pouvait avoir en argentique quand on développait une pellicule. Ni plus ni moins. Pour moi, une photo, dès que tu en arrives à devoir supprimer ou raturer un élément, c'est que c'est bon pour la poubelle, quoi. Ok. Donc après, en termes de post-traitement, donc je fais du développement. Et ce développement, j'ai eu la chance et l'honneur et le bonheur d'avoir une excellente professeure en la matière, à savoir Charline Palamares. Ouais. Shy Wallert sur les réseaux, qui est en ce moment en train de finir son super film. Ouais, tout à fait. Boréal Éphéméra. Pour ceux qui n'y ont pas souscrit, c'est une malchance pour vous. Donc, Charline a accepté de me transmettre des recettes en matière d'utilisation des outils Photoshop et Lightroom. Et donc j'en fais une utilisation combinée. Okay. En fait, j'ai eu la chance de cette transmission au moment du Covid. Quand on était tous confinés, j'ai eu la chance d'avoir une session avec elle. Et en fait, elle m'a permis d'acquérir des bases techniques pour utiliser ce logiciel parce qu'auparavant je tripatouillais et c'était juste n'importe quoi. Je comprenais pas ce que je faisais. Et je pense qu'il y a eu un avant et un après en termes de qualité de ce que je produisais. J'ai l'honnêteté de le dire, elle m'a complètement transformé mes photos. Ok. Et après, ce qui est important dans ces outils, une fois que tu as les bases techniques, c'est de réussir à te les approprier et d'avoir ta propre démarche photographique et ta propre démarche d'inspiration et artistique. Ouais. Il m'est arrivé d'avoir quelques personnes qui ont eu la gentillesse de me dire que quand elles voyaient une de mes images arriver sur les réseaux, elles savaient que c'était de moi. Ok. Ça, c'est quand même hyper flatteur. Quand tu arrives à avoir créé un univers artistique qui t'est propre, c'est quand même plutôt sympa. Mais bon, j'ai pas
j'ai pas la volonté de dire que je suis un cadre, etc. Pas du tout. Loin de là. C'est pas ça l'idée. Tu peux, tu peux. Non, pas du tout. C'est loin de là. On est en privé ce soir, il y a personne. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça vraiment du tout l'idée. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de retranscrire ce que j'ai pu ressentir en termes d'intensité lumineuse, etc., en termes de couleurs. Encore une fois, c'est essayer de retranscrire les choses. D'accord. Et tu dirais que le développement d'une image, c'est la finalisation de la prise de vue? C'est le complément. Je pense que un boîtier, quand tu shootes en RAW, il va te permettre de faire tout ce que tu veux, avec des trucs pas possibles et imaginables. Avec des couleurs qui n'ont rien à voir avec ce que tu as vu, ce que tu avais sous les yeux, etc. Les possibilités du numérique aujourd'hui, elles sont complètement infinies. Pour moi, le développement ne répond qu'à cette démarche que j'essaie de développer depuis le début, dans notre live, c'est recomposer l'intention, recomposer l'émotion que j'avais sur le moment. Ok. Et le développement est dans cette perspective-là, en fait. Ok. Et l'émotion que tu as sur le moment où tu es sur le terrain, est-ce que ta photo, du coup, pour toi, représente la réalité ou représente ta réalité à toi? Tout est toujours très subjectif, mais ça représente ma réalité à moi, en fait. Ok, ça marche. Et, alors, forcément, après, quand je dis ça, il y aura forcément des gens qui diront ils trichent comme un porc. C'est pas mon impression du tout. Ouais, non. Je pense Bon, que après, je reste vraiment dans un développement qui reste tout à fait mesuré. ouais. J'essaye d'apporter en permanence un petit peu de douceur à mes images, qui crée un peu comment dire, un peu de proximité avec la bestiole. Ok. Et du coup, alors ça, j'ai pas demandé tout à l'heure, hein, mais tes prises de vue, comment comment tu fais? Il y a des photographes qui vont prendre des photos qui sont un peu surexposées. Il y a des photographes qui vont prendre des photos un peu sous-exposées. Alors ça, c'est mon cas. Et il y en a qui vont essayer d'avoir vraiment le plus proche possible euh, l'image sur le boîtier. Toi, comment tu fonctionnes? Je pense que Par rapport à ce moi, que... je En fait, m'adapte aux circonstances, en fait, c'est vraiment. vraiment par rapport à tes images finales. Pour toi voir la finalité de ton image, comment tu vas aller shooter. Moi, par exemple, je suis souvent sous ex parce que je veux aller récupérer des choses. Enfin, je veux pas cramer des choses sur mon image. Ouais, Donc j'entends bien. forcément, du coup, je sous-expose. Donc mes sujets, alors c'est pas tout le temps, mais mes sujets peuvent être un peu sombres et je vais justement les rééclairer un petit peu en post-prod. J'ai pu faire ça par le passé, mais je me suis quand même aperçu que quand tu sous-exes de manière trop intense, quand tu vas retravailler ton image et que tu vas vouloir apporter un peu de lumière, tu vas vite te retrouver avec du bruit numérique qui va te pourrir du détail. Ça, c'est un peu ma manière de voir les choses. Donc, Même, dans même avec mon... les boîtiers Même récents, tu penses? avec les boîtiers récents, je pense que tu auras toujours moins de bruit numérique quand tu es sur une expo proche de ce que tu as vu.
plutôt qu'en étant en sous-ex permanente. Mais c'est qu'un point de vue et c'est qu'une pratique. Je peux avoir complètement faux sur la question. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu éventuellement constater sur mes images et j'essaye de manière générale en termes d'exposition d'avoir quelque chose le plus proche possible de ce que j'ai sous l'œil. Bon, D'accord. Après, bien évidemment, il y a des configurations où il va falloir rajouter des diaphes, par exemple quand tu es à la neige. Pour sortir une neige qui est blanche et pas grise, il va falloir que tu surexes de quelques diaphes. Ouais. Et tu bosses comment t'es manuel, t'es en priorité ouverture ou... Alors honnêtement, en animalier, quand tu es en sortie non affût, être autre chose qu'en priorité ouverture, tu te tires une balle dans le pied. En semi-auto, sinon tu vas sortir aucune image, tu n'auras jamais le temps de sortir, de faire le point. En revanche, quand tu es en affût, que tu vises quelque chose de spécifique, type un écureuil qui passe sur une branche, type je sais pas quoi, là on va passer sur sur des modes qui sont beaucoup plus manuels, avec une map manuelle, avec une expo aux petits oignons, etc. D'accord. Donc Ok. ça va vraiment varier en fonction. En fait, c'est pas compliqué, hein, la photo de nature, il faut être couteau suisse et avoir une maîtrise complète de ton boîtier. Quelque part, ça doit être une extension de ton doigt. Tu dois savoir très clairement quand tu actionnes tel bouton, ce que tu vas changer, et ça doit être Oui. immédiat. Ouais. Ok. Ça, c'est encore un truc que Joël Brunet m'avait vraiment transmis en me disant si tu as des temps de latence sur l'acquisition de l'image, bah forcément ça sera foiré. Typiquement à une époque, j'avais commencé à vouloir utiliser sous influence de vidéos YouTube la mise au point avec le back button. En animalier, en fait tu rajoutes du temps entre tu vois le sujet qui arrive, ton cerveau va devoir te dire que tu dois appuyer ton pouce sur le bouton arrière pour faire la mise au point. Et ensuite, ton cerveau va devoir envoyer une information supplémentaire à ton index pour appuyer sur le déclencheur. Bah, le simple fait d'avoir mis le temps nécessaire à appuyer sur ton back button te fait foirer le moment que tu cherchais. D'accord. Donc tu ne l'utilises pas. Je peux éventuellement l'utiliser sur de la macro, mais j'ai abandonné très vite cet outil-là. D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Alors moi j'utilise. Ouais, chacun sa manière de voir les choses. Et certainement que je loupe aussi certainement des choses. Alors, je n'ai pas regardé à quelle heure on avait commencé. Il est déjà 11h moins le quart. Il est déjà tard. À mon avis, ouais, je pense qu'on a encore une grosse dizaine de minutes. Mais alors après, je ne sais pas parce que j'ai jamais été au-delà de 2 heures sur les lives. Et du coup, je sais pas si ça coupe direct ou si ça prévient. Donc, bon, on verra bien. Bon, alors, sur les 10 minutes, on va essayer de caler quelques trucs. Je suis bavard. Alors, qu'est-ce qu'il dit Thomas? Il dit que le back bouton intéressant pour recomposer immédiatement sans devoir refaire le focus
Mais en effet, le temps de réaction est différent. Ouais. Après, moi, je l'ai quasiment utilisé dès le départ. Enfin, pas dès le départ quand j'ai commencé le numérique, mais très rapidement. Euh, alors, certes, c'était plus pour la photo sociale, mais du coup, j'ai gardé le système pour la photo nature. Et, c'est vrai que en fait, j'y pense même plus. Alors, est-ce que certainement que j'ai un retard aussi entre le bouton de déclenchement et le bouton de mise au point, mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est un bouton, une opération. Ouais, je comprends. Hein. Le seul truc que j'ai pas réussi à enlever, c'est la lumière que tu fais avec ton bouton la pression de ton bouton de déclenchement, quoi. Mais bon. Oui, 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 c'est peut-être. C'est certainement une main à faire. Ouais, tout à fait. Et très clairement, quand j'étais à cette époque et que j'avais commencé à vouloir essayer le truc, je foirais un nombre d'images, mais pas possible, parce que mon cerveau, déjà, j'étais en cours d'acquisition du bazar, mais donc mon cerveau mettait 2 fois de trucs, un petit bout de gaffeur sur l'image. Ouais, Thomas dit un petit bout de gaffeur sur la lumière. Ouais. On va essayer, on verra bien. Alors pour finir, alors c'est vrai que j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions que j'aurais voulu, mais là pour cette année 2024, est-ce que tu as des aspirations particulières, alors que ça soit sur des photos particulières que tu aimerais bien réaliser, ou que ce soit sur je sais pas, des expos ou autres projets. Alors 2024 va être une année blanche encore une fois en termes d'expo. Mon intention est clairement de sortir, multiplier les prises de vue, empiler les images dans des disques durs pour ne plus jamais les en sortir. Non, je rigole. Elles sortiront, mais le projet il est plus de sortir quelque chose en 25. Il faut que je pense que le temps d'une année est à peine suffisant pour s'approprier un terrain qui est aussi grand que l'Auvergne. J'ai des envies dans tous les sens. J'ai des idées d'images absolument de partout. Et le problème, ça va être réussir à rester raisonnable en termes d'aspiration pour réussir à garder de la qualité. Parce que si tu papillonnes dans tous les sens, bah, forcément tu vas accorder beaucoup moins de temps à la connaissance du terrain et à la connaissance des espèces qui y vivent. Et finalement, ça va faire comme un touriste chinois qui passe à Paris. Il va visiter la Tour Eiffel, il va visiter l'Arc de Triomphe et les grands magasins, et puis ça y est, il aura vu Paris. Ouais. C'est pas ma vision de voir la chose. Je pense que je suis installé en Auvergne pour un petit bout de temps là, maintenant. Je pense qu'il faut que je prenne le temps de m'approprier chaque espace, réussir à faire des images à la fois du tout venant et des choses un peu plus cool, étant précisé que je ne poursuis pas les choses rares. C'est quelque chose la rareté fait que ça va être très compliqué à saisir, et tu vas passer à côté de beaucoup de choses qui procurent autant d'émotions sur le terrain.
Vous ne verrez pas en 2024 des images de chouettes de Tegmalm ou des images de chevêchettes sur mon compte. C'est pas ce que je vais chercher. Je sais qu'il y en a sur le territoire, mais c'est une autre recherche. C'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ouais. Vraiment, ce que je vais chercher à mettre en valeur, c'est la richesse et la multitude de ce qu'on peut y trouver. Ok. Et puis pour les choses, pour les espèces d'élite, on y viendra dans un temps beaucoup plus lointain. Ok. D'accord. Déjà, si j'arrive à saisir quelques images d'Hermine cette année, ça sera déjà bien. Ok. Bon, très bien. Et du coup, là, expo dans peu de temps, là, c'est ça? Non, pas du tout. Expo pas avant 2025. Il faudra que je monte encore une fois. Il faudra que je prenne le temps de digérer les sessions que j'aurais faites. Ok. Essayer d'en ressortir quelque chose de correct et puis ensuite essayer de monter une expo avec une direction, essayer de ressortir un peu d'émotion. Ok. Encore une fois, on y vient. On va D'accord. finir par croire que je suis monomaniaque, mais c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et en expo, t'en as déjà fait? Oui, j'en ai fait. J'ai fait un peu de tout en termes d'expo. J'ai fait des trucs où je me suis retrouvé dans des contextes qui avaient rien à voir avec la photographie animalière. Très souvent, les gens passent là-dessus, un peu comme les touristes, ils vont d'un point A à un point B et puis par hasard, il y a ton expo au milieu. Ça, pour le coup, j'en suis revenu. Et puis, j'ai fait des choses un peu plus spécialisées, mais l'idée, c'est d'arriver à sortir quelque chose autour de mon expérience auvergnate. Ok, ça marche. Eh ben, c'est très bien. Parfait. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, une astuce pour les gens qui essayent de se débrouiller et qui aimeraient bien évoluer un petit peu dans leur travail? Alors, pour moi, il y a un truc fondamental. Votre matériel, il est fait pour être utilisé. Hein. Le concept de je ménage mon matos quand je sors et j'ai peur de lui mettre de la boue dessus, j'ai peur de... Non. Vous, comme votre matos, si vous avez l'intention de progresser, il faut vous en mettre plein la gueule. Euh, Pour la petite histoire, j'en ai mis plein la gueule au mien hier. Je me suis cassé la figure dans la neige. Le boîtier était rempli de neige. J'ai dit pourvu que ça rentre pas trop dedans, mais ça va, ça va. J'ai glissé, hein. Comme on dit, j'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Mais, honnêtement, il y a deux éléments clés. Hein. C'est sortir et s'ignorer soi-même et ignorer son matos. Et deuxièmement, enfin, il y a même trois éléments. S'ignorer soi-même, sortir, et connaissance, avant tout. Connaissance du milieu, connaissance des espèces. Tant que vous n'avez pas ce triptyque-là, jamais vous progressez. Bon, bah écoute, tu me rassures à fond parce que normalement demain j'ai mon carrousel qui va sortir et les trois premières, c'est ce que tu viens de me dire. Ah, nickel. Parfait. On est Donc ça va. d'accord. Ça va. Je dis pas trop de conneries pour l'instant. Ça va. Non. Je suis loin d'être un expert, mais c'est ma manière de voir les choses en photo de nature. Ok. Super. Ah bah c'est nickel. Alors je sais pas s'il y a des questions. On peut peut-être en prendre quelques-unes. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup regardé le chat, excusez-nous. Merci à tous d'être venus déjà. Tout Merci cas, ouais. infiniment
pour ceux qui auront eu la pugnacité de rester d'un bout à l'autre. Je ne sais pas s'ils ont été nombreux tant j'ai été saoulant. Alors, il y a Manon. Oui, t'as raison, Anthony, le slip camouflage, il est indispensable. Alors, pour répondre à Manon, oui, effectivement, mes filles. J'ai réussi à intoxiquer ma cadette qui a 4 ans et demi. Elle est à fond les ballons. Elle n'a qu'une envie, c'est d'être un tout petit peu plus grande pour pouvoir m'accompagner. Ma grande, j'ai foiré le process et elle est moins intéressée au sujet. Bon, elle s'y intéresse quand même un petit peu, mais la cadette, elle est vraiment à fond. Bon, il faut garder ça. Hein. Ouais, clairement. C'est vraiment top. Mais bon, c'est venu de manière naturelle, il n'y avait pas d'intention de ma part, mais il y a cet aspect-là à transmission. Je pense que si on arrive à transmettre quelque chose aux générations futures, s'il y a au moins quelque chose de cet ordre-là, la volonté de protéger un peu la nature et les habitants qui y vivent, ça serait déjà pas mal. Alors, il y a Mireille qui nous dit que c'était chouette et que c'était très intéressant. Merci beaucoup, c'est adorable. Alors, vers 5G aussi qui nous dit merci et que c'était très riche. Et bravo à toi, Marc, pour ton art. Non, c'est adorable. J'essaye de faire ce que je peux. C'est déjà modestement. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Alors, il y a Seb qui demande si t'es plutôt affût ou bibode. Donc normalement, il y a un petit peu des deux, je pense. Oui, clairement, il y a les deux, ça c'est une certitude. Pour moi, les deux font partie de la. Enfin, c'est la même composante en fait quelque part. Dans un cas, tu évolues avec la nature en bibode, dans l'autre cas, tu attends qu'elle vienne à toi, mais quelque part, enfin. Ouais. Alors, j'apprécie de plus en plus l'affût, pour être très franc. Parce que j'aime beaucoup cet aspect-là des choses. Tu arrives, tu n'as dérangé personne. Tu repars, tu n'as dérangé personne. Ça, c'est une session photo que j'appelle réussie. Personne t'a perçu. Les bestioles sont passées devant toi. Il y en a aucune qui a été dérangée par ta présence. Ça pour moi, ça relève de la magie. Et c'est dans ces conditions-là que tu arrives à saisir des instants vraiment fabuleux, avec très souvent des proximités qui ne sont pas possibles en Bible. Il y a Clément qui nous dit merci et que c'était super intéressant et que c'était cool d'en apprendre un peu plus sur toi et sur les photographes en général. C'est bien, c'est chouette. Merci beaucoup Clément, c'était cool de t'écouter aussi toi. Ouais. on en a appris pas mal avec 2 sessions. Et 2 sessions, ouais. Moins fou que ce que tu pensais. Oui. Ouais. Après, quand on est en live, on s'est bien tenu quand même. Je me suis bien tenu. Bon, j'ai essayé d'être. Bon, un jour on en fera un complètement déjanté. Allez, c'est parti. Mon slip camouflage pour Voilà. Bon, eh ben merci beaucoup en tous les cas à tout le monde. C'est chouette, on a des bons retours et puis là en fait c'est vrai qu'on a fait les choses un petit peu différemment de ce que je fais d'habitude pour annoncer les lives. Je plaide coupable, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Désolé. C'était à quel commentaire t'avais réagi?
Non, rien, je dis, je plaide coupable par rapport aux choses qui se sont passées différemment oui, oui, ah ouais, bah oui, d'anticiper. mais bon, J'ai même pas compris ce qui s'est passé. Tu m'as envoyé 15 invitations et jamais ça aboutissait à ouais, une des autres. Je sais pas. c'est Soit, le soit c'est moi direct. qui suis complètement teuteux, soit il y avait effectivement un truc qui Non, goupillait pas. non, mais apparemment, il y a beaucoup là, en tous les cas, ces dernières fois, les invitations passent pas. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas. J'ai Non. aucune idée. Mais bon, le principal, c'est qu'on ait fait la soirée. Yes. On aura fait les 2 heures. Ça, c'est top. chouette. Ouais. Top. Merci beaucoup pour ton En tout cas, invitation. bah merci à toi. C'était un honneur de t'avoir. Ouais. Et puis, bah écoute, pourquoi pas une prochaine hein, pour continuer la discussion. Avec grand Parce plaisir. que bon, il y en avait encore pas mal, mais voilà. Il y a pas mal de sujets hein, de toute manière quand on est passionné. Ouais, c'est clair. Voilà. Non, en tout cas, c'était top. Merci beaucoup. J'étais ravi d'échanger. Je pense que c'était super, Ouais. super instructif, super riche. Ouais. C'était vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à tout le monde. Et puis, ben, écoute, je te laisse le mot de la fin, puisque c'est toi qui as la main sur le live. Beau Dieu, je sais pas comment on va faire. Et n'oublie pas, c'est d'enregistrer, par contre, hein, pour qu'on ait c'est la base. J'ai une pression supplémentaire. Je sais pas si je vais savoir la gérer là. Si, t'inquiète. Je sais que tu es capable. Bonne nuit à tous. Merci infiniment pour votre présence. Ouais, et puis, c'était chouette. n'oubliez pas, sortez et mettez-vous-en plein la gueule. Il n'y a que ça qui compte. Et pour le mot de la fin, le tout dernier, je lance normalement dès demain le nouveau live, parce qu'il y en a un la semaine prochaine, avec Isabelle Clément. Voilà, ça c'est dit. Et que j'ai rencontré sur le salon de la photo. Voilà. Top. Merci à Bonne tous. Nuit à tous. Une bonne soirée. Et puis à la prochaine. Salut. Ciao.